Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle masterclass dans le cadre de cette semaine des grandes écoles. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir EMD School of Business et également School of IT. Avec nous pour répondre à l'ensemble des sujets qui pourraient vous intéresser sur ces deux écoles, nous avons le directeur Xavier Palou. Bonjour Xavier. Bonjour Clémence. Bonjour, et également une alumni, Mathilde Fournier. Bonjour Mathilde. Bonjour Clémence. Allez, on démarre tout de suite dans le vif du sujet avec le curriculum de l'école. Alors c'est le directeur qui en général prend la main pour cette partie. Xavier, est-ce que vous pouvez présenter EMD School of Business et également School of IT? Merci beaucoup Clémence. En effet, EMD, les deux écoles, que ce soit l'école de management, l'école de commerce ou l'école d'informatique, School of IT, ce sont des écoles très novatrices qui sont jeunes et qui sont les deux dirigées par une association de loi 1901 qui a été fondée et qui est animée et dirigée par des chefs d'entreprise bénévoles. Pourquoi ces gens-là ont créé ces deux écoles? Parce que ils veulent former une nouvelle génération de décideurs en entreprise, mais pas uniquement d'ailleurs en entreprise, ça peut être aussi dans le monde associatif ou dans le monde du public, pourquoi pas. Et former cette nouvelle génération avec une caractéristique très marquée, fort différente des autres écoles qui existent et qui sont toutes très bonnes, bien sûr, qui est de former des décideurs qui mettent le bien comme critère essentiel de leur prise de décision. Autrement dit, il n'y a pas le monde du bien qui serait le service public ou le monde associatif qui veut aider des personnes qui sont dans des secteurs fragiles, que sais-je, ou en difficulté. Le monde de l'entreprise est aussi un lieu pour faire le bien autour de soi. Et en aucun cas, ceci s'impose à la rentabilité économique qu'une entreprise doit avoir pour pouvoir survivre. Très bien, merci beaucoup pour cette présentation. Allez, on passe tout de suite à la partie consacrée à Mathilde, l'alumni qui est avec nous, pour savoir un petit peu ce qu'elle fait actuellement, comment elle en est venue à ce poste-là. Tout de suite, l'alumni. Mathilde Fournier, merci d'être avec nous et de nous apporter ton témoignage. Alors toi, tu as fait le parcours de EMD School of Business, donc l'école de commerce. Est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter, dire à quel poste tu es actuellement? Oui, avec plaisir. Donc moi, je m'appelle Mathilde, j'ai 24 ans et aujourd'hui, je suis recruteur chez Payfit, une entreprise tech dans la gestion de la paye et des ressources humaines pour les PME en Europe. Très bien. Alors, quelles sont tes missions, grosso modo? Alors, peut-être pas rentrer dans le détail, mais qu'on ait une vue un petit peu générale de ce que tu fais. Alors, mon rôle en tant que recruteur chez Payfit, il est d'attirer des profils et de développer une stratégie claire pour cela. Il est de sélectionner parmi ces profils les meilleurs candidats. Et chez Payfit, les meilleurs candidats, ce sont ceux dont on va valider le potentiel technique, donc la compétence qui va leur permettre d'atteindre l'excellence sur ce poste et les qualités nécessaires au bien vivre ensemble. Et chez Payfit, ces qualités qui sont nécessaires au bien vivre et au bien travailler ensemble, ce sont la bienveillance et l'humilité qu'on essaye d'évaluer pendant ces entretiens. Et enfin, mon rôle, il est d'assurer un accompagnement qui soit dédié et une communication fluide, à la fois avec les collaborateurs en interne comme en externe. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire un peu ton parcours? Alors, quel bac tu as fait et également pourquoi tu t'es orienté vers une école de commerce dans l'absolu et pourquoi plus particulièrement vers EMD? Oui, avec plaisir. Alors moi, j'ai réalisé un bac scientifique. Après cette année après cette année de bac, je savais pas si je voulais plutôt me diriger vers le droit ou vers la psychologie, ou bien vers le commerce. Assez différent, finalement, j'ai passé assez différent. C'est des domaines qui m'intéressaient tous les trois. Je me suis déterminée vers l'école de commerce en me disant que c'était sûrement le parcours qui allait m'ouvrir le plus de portes et qui allait donc m'aider ensuite à discerner ce que je voulais faire. Et parmi les écoles de commerce, donc moi j'ai effectué pas mal de concours donc en fin d'année de terminale pour entrer dans des bachelors. Et donc j'ai été prise dans plusieurs bachelors, à Toulouse, 2 à Lyon
et ainsi de suite. Et quand il a fallu choisir parmi ces bachelors, notamment le MD, dont j'avais entendu parler, qui était venu en fait dans mon lycée faire une présentation de l'EMD, j'avais été marquée par les intervenants, par la qualité de l'intervention et par la qualité de nos échanges ensuite. Et ce qui m'a fait pencher pour l'EMD, ce n'est pas Marseille d'abord, mais ça a été l'assurance que la qualité de la formation, à la fois au niveau professionnel et humain, allait être, la qualité de la formation allait être bonne. On va parler plus précisément des formations dans la rubrique d'après, mais pour terminer un petit peu sur tes choix. Alors, on va pas cacher à nos auditeurs les choix qui s'offraient à toi, qui étaient quand même, c'était pas rien, hein. EM Lyon, par exemple, pour n'en citer qu'un, ça fait partie quand même des meilleures écoles de commerce. Donc, ça veut vraiment dire que ça n'a pas été un choix par défaut, EMD. Et est-ce que, en quelques mots, tu peux nous dire si justement cette première impression que tu as eue avec ce premier contact que tu as eu dans ton lycée s'est confirmée une fois à l'intérieur? Oui, alors effectivement, moi j'avais été prise au bachelor de l'EM Lyon et d'autres bachelors à Lyon. Ce qui m'a fait pencher pour l'EMD, c'est la qualité de la formation qui allait être dispensée, notamment grâce à la qualité des enseignants. Les enseignants, ce sont surtout des professeurs, mais surtout des personnes qui travaillent en entreprise et qui viennent intervenir à l'EMD. En plus de la qualité de cet enseignement, il y a une qualité d'accompagnement qui s'est avérée pendant toutes ces années. Moi, j'ai eu la chance d'être 5 ans à l'EMD et d'être accompagnée par toute l'équipe, dont on est proche. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir un tutorat dédié, donc une personne de la communication, par exemple, qui prenait du temps avec moi toutes les 2 semaines, 3 semaines, on déjeunait ensemble et souvent c'était des moments où à la fois je pouvais parler de mes années à l'EMD, de mes études, et où je pouvais parler aussi de mon futur, d'où est-ce que je me projetais, etc. Et pendant mes années à l'EMD, j'ai eu la chance en 1 et mon Master 2 de réaliser une année de césure en Suisse, où j'ai pu aller approfondir des sujets en philosophie et théologie notamment, que j'avais pu aborder à l'EMD. Et cette femme qui me tutorait m'a conseillé, en tout cas m'a poussé à creuser ces sujets qui m'intéressaient particulièrement. Et ensuite, j'ai eu la chance, grâce à l'EMD, de pouvoir revenir à l'EMD et terminer mes études. Très bien. Pour terminer sur cette rubrique spéciale alumni, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous faire partager un souvenir marquant? Alors, est-ce que ce souvenir fait partie de ton année de césure? En général, c'est ça qu'on cite. Ou est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu directement dans l'école? Alors, beaucoup de choses m'ont marqué à l'EMD. Je pense que c'est la bonté des personnes avec qui j'ai pu échanger, avec qui je travaillais au quotidien. Dans les personnes qui nous accompagnaient, à la fois professionnellement et humainement. Et ce que j'ai beaucoup apprécié à l'EMD, c'est cette qualité de formation professionnelle qui était très concrète, donc avec ces enseignants qui sont dans le monde de l'entreprise et nous partagent ce qu'ils en apprennent au jour le jour. Et la qualité aussi de la formation qui nous permet, par exemple, chaque année, d'avoir des cours intenses de septembre à fin mars, et à partir d'avril, tous les ans, j'ai pu effectuer un stage, 1 ou 2 stages même. Et ça, c'est ce qui m'a permis notamment de pouvoir découvrir le milieu de l'entreprise, me découvrir aussi, et donc comprendre et discerner ce pourquoi j'étais faite, en tout cas ce qui m'attirait dans l'entreprise. Merci Mathilde Fournier pour ton témoignage. Allez, tout de suite, on va pousser les portes de EMD Business School et EMD IT également pour voir ce qui s'y trouve avec En Immersion. Alors, je vous redonne la parole. Xavier, est-ce que vous pouvez déjà nous dire comment se découpent les années, que ce soit dans votre école de commerce ou dans votre école d'IT? Est-ce que, on a sur une formule bachelor plus master pour les 2 écoles? Alors, il faut partir encore une fois de la mission qui est la nôtre,
à savoir former des jeunes générations très très bien avec cette approche axée autour de la recherche du bien. De ce fait-là, nos contenus pédagogiques sont beaucoup plus riches que ceux que vous pouvez trouver dans d'autres écoles. Autrement dit, vous allez retrouver les mêmes matières que dans n'importe quelle école de commerce, du droit, du marketing, de la comptabilité, de la gestion financière, de la logistique, toutes les matières qu'on appelle en sciences de gestion, et avec le même nombre d'heures de cours assurées par ailleurs, les mêmes contenus pédagogiques en tout cas. Puis, à ceci, on va rajouter un deuxième type de matières qui sont des matières dites de sciences humaines, de culture générale, mais en grand nombre. Hein. On considère que c'est très important pour des jeunes qui vont demain être dans un contexte très mouvant, professionnellement parlant, avec, si vous voulez, un changement technologique fort et des carrières très longues, car grâce au progrès de la médecine, ces jeunes vont pouvoir vivre, on l'espère en tout cas, plus longtemps. C'est très important qu'ils aient une culture générale très large. Donc il va y avoir des matières comme l'histoire de l'art, la culture musicale, mais aussi l'atelier d'écriture, l'atelier littéraire. Autrement dit, environ, si vous voulez, autant d'heures de cours que pour les matières professionnalisantes, un cours de culture générale. Beaucoup plus, par exemple, qu'en prépa. Et enfin, il y a des matières que nous on appelle structurantes, qui sont des matières spécifiques à notre projet pédagogique, qui sont donc l'anthropologie, la logique, la rhétorique, l'éthique, les déontologies. Autrement dit, on va se pencher, si vous voulez, sur les différentes fonctions de l'entreprise pour étudier, comme disait Mathilde tout à l'heure de façon très pragmatique, des problématiques morales qui peuvent s'y poser. La corruption en matière commerciale, l'optimisation fiscale en matière financière, mais aussi la transparence comptable, mais aussi la véracité publicitaire. Vous-même, Clémence, vous êtes journaliste, vous savez à quel point la vérité, c'est ce qui vous anime, je cherche, je crois, non? Eh bien, un publicitaire, c'est pareil. Cet ensemble, ce corpus d'enseignement très dense, fait que nos programmes sont bâtis sur 5 ans. Donc, vous voyez, Clémence, il n'y a pas bachelor et master, il y a 5 ans d'études. En partie peuvent être faits en alternance, 4e et 5e année. En partie peuvent être faits, enfin, la totalité peut être faite en formation initiale. Et auquel cas, la dernière année, c'est fait à l'étranger, ce qui permet d'obtenir un double diplôme. Soit avec une université partenaire en Grande-Bretagne, à Londres, à Twickenham, pour être précis, soit en Espagne, à Barcelone, qui n'est pas très loin de nos chères terres provençales. Donc, vous voyez, 3 ans de formation initiale, 2 années en alternance ou en formation initiale encore, avec l'obtention dans ce cas-là du double diplôme. Et bien entendu, tout au long de ces 5 années, on approfondit ces différentes matières et puis on se spécialise. Même si on tient à former des généralistes, autrement dit des gens qui puissent au cours de leur vie évoluer et qui ne soient pas enfermés dans les ressources humaines, comme fait maintenant Mathilde, ou dans la finance, comme d'autres anciens élèves font, mais qui puissent, dans leur vie professionnelle, qui, j'insiste et je l'espère, sera longue, changer. Certains aussi se lancent dans des aventures entrepreneuriales à la sortie de l'école ou un peu plus tard. Pour l'école d'IT, c'est le même principe, si ce n'est que les matières professionnalisantes ne sont pas évidemment le droit, la comptabilité, le marketing, la gestion financière, mais c'est l'algorithmique, c'est les différents langages de programmation, du C#, du C++, c'est l'administration réseau, c'est la programmation Linux, tout ce qui est système d'exploitation, enfin, et j'en passe. D'accord. Mais toujours ce socle un peu qui vous distingue, ce socle d'études de tout ce qui est sciences humaines, soft skills, éthique, anthropologie, philosophie, ça on le retrouve dans les 2 écoles. Exactement, c'est ça le principe. Le principe, c'est que les matières professionnalisantes vont changer selon l'école. Il y a cette idée de former des gens très complets, très larges, avec beaucoup de culture générale, et aussi avec ces solides fondements philosophiques dont vous parliez vous-même, Clémence. C'est ce qui nous distingue, ce qui fait que nos programmes sont chargés, sont exigeants, mais en même temps, c'est passionnant, parce que, si vous voulez, ce sont des jeunes qui vont sortir très, très bien formés. Et puis, dites-vous bien aussi que l'éthique, c'est pas uniquement quelque chose de philosophique, c'est bien sûr une partie de la philosophie, mais ça se décline de façon très opérationnelle et pratique. Si vous prenez Aristote, par exemple, vous voyez, je vais chercher très loin, l'éthique se décline par ce qu'il appelle, lui, les vertus cardinales. Rappelez-vous, un leader, un chef, quelqu'un qui veut s'épanouir, tout simplement, vous, moi, nous devons faire preuve de courage, de prudence, de justice et de tempérance. Et un leader, un dirigeant, une entreprise, mais aussi dans d'autres types d'institutions, c'est pas uniquement l'entreprise, doit se former et doit essayer de viser l'acquisition de ces vertus. C'est beaucoup plus que des soft skills. C'est vraiment une question de développement personnel et d'amélioration significative
de l'employabilité de nos anciens élèves et de nos étudiantes et de nos étudiants, et de nous tous. Quoi de plus agréable que travailler dans la vie avec des gens qui sont sympathiques, qui sont généreux, qui s'intéressent à vous, qui essayent d'être ordonnés, qui sont sincères. C'est ça l'éthique. Hein. L'éthique, c'est pas quelque chose, c'est un art de décider, quelque chose qui vous aide à prendre les bonnes orientations et à les faire prendre aux autres, mais c'est aussi quelque chose qui vous épanouit parce que vous faites de bien autour de vous grâce à ces vertus humaines. Mathilde, ton témoignage par rapport à cette particularité de l'école, comment tu as vécu ces cours? Est-ce que tu avais le sentiment finalement de suivre des cours de philosophie en terminale ou est-ce que c'est un peu différent au niveau de la pédagogie? Alors moi, ces cours dont parlait Monsieur Palou, ce sont ces cours-là qui ont déterminé mon choix en réalité, mon choix pour l'EMD. Et pourtant, tu étais en terminale S. Exact. C'est un peu paradoxal. Oui. Ces choix de cours, enfin oui, en fait j'ai choisi l'EMD parce que j'étais assurée de la qualité de ces cours, en plus de tous les cours professionnels que j'allais pouvoir avoir en analyse financière, etc. Ça, je peux les trouver dans toutes les écoles. Par contre, cette qualité de formation humaine, et donc la psychologie m'a attirée pas pour rien, et j'ai retrouvé à l'EMD une formation humaine riche et qui collait vraiment aussi avec les besoins de l'entreprise, et je le retrouve aujourd'hui en étant recruteur. C'est ce que j'allais te demander, est-ce que tu t'en sers justement au quotidien dans ton travail de ces cours-là? J'imagine en tant que RH, c'est d'autant plus significatif de prendre des cours comme ça? Complètement. Déjà parce que j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier à l'EMD d'un environnement bienveillant et stimulant intellectuellement par tous les cours qu'on a eus, divers. Et je pense que ça m'a formée et ça m'a donné envie de pouvoir, à mon tour, pouvoir créer, en tout cas développer ou proposer un environnement bienveillant aux personnes qui nous rejoignent chez Payfit. Et Payfit, c'est une entreprise bienveillante. Les personnes qui s'y trouvent souvent, ce qu'elles en retirent ou ce qu'elles en disent, c'est que les personnes qui les entourent sont humbles et bienveillantes, et c'est ce que j'essaye en tout cas de rechercher chez nos candidats, et donc des personnes qui ont la tête bien faite, qui ont à la fois ce potentiel technique dont je parlais tout à l'heure, qui est dispensé par beaucoup d'écoles, et merci à ces écoles, et qui ont aussi c'est plus que ces soft skills, et c'est aussi très recherché, en tout cas très appréciable dans n'importe quel milieu, que ce soit au travail ou ailleurs. Très bien. Autre particularité de votre école, vous mettez l'accent sur l'accompagnement personnalisé. On l'a un petit peu abordé. Ça se concrétise comment pour un étudiant? C'est pour Mathilde ou pour moi? D'abord pour vous, Xavier, et puis ensuite Mathilde complétera. Avec plaisir. Chaque étudiante et chaque étudiant a une tutrice, un tuteur, qui est une personne qui, là encore, bénévolement, je tiens à le souligner parce que la relation change beaucoup de ce fait-là, va donner de son temps pour aider l'étudiante, l'étudiant, dans les différents aspects de ses études. Quels sont ces différents aspects? Bien entendu, la réussite académique. Ça ne veut pas dire qu'il fera les devoirs à sa place, évidemment, mais ça veut dire qu'il va la conseiller sur la façon d'étudier, sur la méthodologie, sur le nombre d'heures que chaque personne, pour chaque personne, c'est différent. Un certain nombre d'heures d'études, tous les jours, bien sûr, et qui va l'aider à mettre, je sais pas, même au point d'emploi du temps, quelque chose au rythme de révision, que sais-je. Mais aussi qui va l'aider pour l'orientation professionnelle, pour la recherche éventuellement de stages, pour d'autres travaux académiques comme des mémoires, des fins de cycle, que sais-je. Et aussi sur une dimension humaine, encore une fois, ce développement dans les vertus dont on parlait tout à l'heure, Clémence, à savoir comment faire en sorte pour que cette personne soit plus, encore une fois, tournée vers les autres, et plus d'amis, tout en gardant bien sûr son intimité, et chaque personne est libre, heureusement, mais pour développer voilà toutes les vertus humaines, la joie, l'ordre, l'ardeur au travail, j'insiste, l'intérêt pour les autres aussi, et donc ce tutorat qui est évidemment entre deux personnes confidentielles, il n'y a pas de, va faire beaucoup plus qu'une réussite académique ou qu'une simple orientation qui pourrait être faite très bien par un coach, par exemple. Il y a une vraie dimension, faire grandir la personne, l'étudiante et l'étudiant, dans tous les aspects de sa personnalité, pour en faire, encore une fois, comme une sorte de la perle la plus précieuse possible. C'est que
Nous, on ne veut pas s'inscrire dans un travail ni de formatage, ni d'usine, hein, avec tout le respect pour les usines, hein, mais on se voit plutôt, hein, on essaie de faire ce travail un peu d'artisan, de bijoutier, de joaillier, de prendre chaque personne, chaque étudiante, chaque étudiant, et d'essayer de la faire la plus belle possible, la plus épanouie, et avec les plus de compétences et capacités académiques, de connaissances, de compétences techniques, mais aussi personnelles, de vertu, pour que la personne puisse le mieux réussir sa vie. Mathilde, ton témoignage par rapport à ça, est-ce que c'est par exemple grâce à cet accompagnement très personnalisé que tu as pu trouver ta voie dans laquelle tu es actuellement, les RH? Notamment, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais la personne qui m'accompagnait et qui était donc dans la communication à l'EMD, qui faisait pas partie ni de mes professeurs, enfin pas des personnes en tout cas qui allaient m'évaluer au quotidien, j'ai trouvé ça très appréciable d'avoir une personne qui en effet s'intéresse à moi et qui prend le temps de considérer qui je suis, où j'en suis, et elle, avec ses années d'expérience, et comment est-ce qu'elle pouvait m'apporter des choses, en tout cas me conseiller sur mes interrogations, et j'en avais beaucoup à l'époque. À elle et à nos échanges, en vérité, en effet, qui sont promus parce que elle s'est rendue disponible et à l'écoute. Grâce à nos échanges, j'ai en effet pu demander, ou en tout cas proposer de prendre cette année de césure où j'ai approfondi ces sujets en anthropologie, en philosophie, qui m'avaient énormément plu à l'EMD et que j'avais envie de creuser. Et c'est pendant cette année en Suisse, pendant cette année de césure, que j'ai réfléchi, j'ai repensé un peu mon parcours, et que je me suis posé la question de comment est-ce que je voulais revenir en Master 2, dans quel domaine de l'entreprise, parce que moi, presque tous les stages que j'ai fait à l'EMD, donc pendant 4 ans, je les avais effectués dans le domaine du marketing digital, que j'avais beaucoup apprécié par ailleurs, mais je sentais que c'était pas suffisant. Et en fait, cette année de césure qui a été permise par l'EMD et cet accompagnement, et pendant cette année, j'ai pu réaliser que c'était un métier dans lequel l'écoute, l'accompagnement et le conseil allaient être valorisés, que j'allais le plus pouvoir me développer, grandir et apporter à une entreprise. Et donc c'est pour ça que l'année dernière, en alternance, je me suis dirigée dans les ressources humaines et plus particulièrement en recrutement. Très bien. Xavier, un mot sur cette année de césure. Est-ce que la plupart des étudiants choisissent de la faire? Et s'ils ne choisissent pas de la faire, est-ce qu'il y a possibilité quand même de partir à l'étranger durant le cursus? Alors, absolument, tout le monde ne choisit pas de faire une césure, hein, mais ceux qui la choisissent, la place au moment qui leur semble le meilleur. Pour Mathilde, c'était entre le bac plus 4 et le bac plus 5. D'autres le font après le bac plus 3. Il n'y a pas évidemment d'obligatorité. Par contre, en effet, vous avez raison, Clémence. On tient beaucoup à ce que nos étudiants maîtrisent évidemment très 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 bien la langue anglaise, c'est une évidence dans le contexte du monde dans lequel nous vivons, voire une deuxième, voire une troisième langue. Donc il est prévu en deuxième année après le bac, un semestre au minimum à l'étranger, pour ceux qui ne seraient pas très bons en anglais, le deviennent. Et au retour de ce semestre en immersion, ils doivent valider un certain niveau de TOEIC, ce test qui permet de connaître un peu le niveau de connaissance de la langue anglaise, la maîtrise de la langue anglaise. Et grâce à ça, à partir de la troisième année, et ensuite quatrième, cinquième année, il y a déjà pas mal de matières qui se font en anglais, pas toutes, on tient aussi qu'il y a des matières en français. Et en tout état de cause, la question de la langue est résolue. Nous ne souhaitons pas que la langue étrangère, l'anglais en particulier, soit un critère de sélection. Et ces séjours à l'étranger font que toutes nos étudiantes et nos étudiants ont un bon niveau d'anglais après ce séjour à l'étranger. Sinon, comme je vous disais tout à l'heure, il est possible de faire la 5e année en double diplôme à Londres ou à Barcelone. Et bien évidemment, les stages, ils peuvent être faits à l'étranger, c'est vivement encouragé, mais ce n'est pas obligatoire. Pourquoi ce n'est pas obligatoire? Parce que dans certains pays, les stages ne sont pas rémunérés et ils représentent donc un coût pour l'étudiant pour s'y rendre dans ce pays-là, pour s'y loger, que beaucoup de nos étudiantes et étudiants ne peuvent pas, n'ont pas les moyens de l'affronter. Nous sommes une école où nous avons des étudiantes et des étudiants de toutes catégories socio-professionnelles, plutôt, absolument pas des familles de riches, et le critère économique est un critère important. C'est une des raisons pour lesquelles on a développé
cette possibilité de faire de l'alternance en bac plus 4 et 5, qui en plus d'un vrai apport aussi, parce que les entreprises forment bien les étudiants, en leur donnant des charges et des missions tout à fait intéressantes, mais aussi ça permet à certains de financer leurs études et de vivre avec la rémunération qu'ils reçoivent pendant ces années d'alternance. Exactement. Il y a beaucoup de sujets à aborder, mais on n'a pas abordé un sujet qui est important que je voudrais aborder assez rapidement puisque le temps, l'horloge continue de filer. La vie à côté des cours, parce que les cours, bon, on en a parlé beaucoup. La vie à côté des cours, est-ce que vous gardez cette philosophie centrée sur l'étudiant, centrée sur l'éthique également, en dehors des cours, que ce soit dans les associations, dans les projets, dans les conférences peut-être auxquelles peuvent assister les étudiants, mais également dans l'esprit de la promo, ce qui fait une promo aussi, l'ambiance, etc. Ça fait beaucoup, mais j'aimerais qu'on résume un petit peu les choses. Mathilde, si tu veux prendre la main pour cette question. Oui, merci beaucoup. Je pense que le fait que l'EMD promeuve des petits effectifs, nous dans notre classe on était une vingtaine, permet que nous nous connaissions tous bien, très bien, et nous avons également beaucoup de travaux de groupe qui sont réalisés. Donc, ce qui permet aussi de nous connaître mieux et d'apprendre à travailler ensemble. Je pense que ça, c'est une richesse. Et ensuite, donc ça, c'est toujours dans le milieu, dans le cadre scolaire, enfin dans le cadre grâce à l'EMD, on est aussi invité et ça permet aussi de rencontrer différents étudiants de différentes promos à réaliser un engagement social pendant l'année et ce qui permet de donner un peu de ce que l'on reçoit, en tout cas de toute cette bienveillance que l'on reçoit et de la partager avec d'autres, donc avec des associations marseillaises et autour de l'EMD et de découvrir aussi des étudiants. Moi j'étais avec des étudiants de Master 1, Master 2 quand j'étais en première année, etc. Ce qui permet de créer des liens plus particuliers. Donc l'ambiance sur le campus, tu la qualifierais comment ? De très bonne parce que je pense qu'on vient tous avec ce même désir de grandir professionnellement et humainement et ensuite on se retrouve sur beaucoup d'aspects. Très bien. Alors on continue, on va parler, on a parlé du pendant, on va parler de l'après tout de suite avec une vue des débouchés, que faire après votre école. Alors l'après, est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres déjà concernant peut-être l'insertion professionnelle, les débouchés possibles après vos écoles, Xavier, dans un premier temps? Absolument. Donc, tous les ans, nous menons bien une enquête auprès de ceux qui nous ont quittés, à 3 mois, 6 mois, 9 mois de leur sortie, de leur fin d'études. Hein. Et donc, on a une vision assez claire de comment ils évoluent, Dieu merci. Puis, on a une association d'anciens élèves qui évidemment veille à garder le contact. Hein. Donc le taux d'employabilité est excellent, hein. Il est à 6 mois de 97% des effectifs. Et encore, il pourrait être de 100%, il est de presque 100% au bout de 9 mois, parce que certaines personnes, moins malheureusement maintenant à cause de la pandémie, à la fin de leurs études, aiment bien partir 6 mois, 9 mois à l'étranger pour des questions humanitaires ou pour faire un peu le tour du monde aussi, pour redécouvrir en tout cas une aire géographique, ce qui est tout à fait sympathique. Et évidemment, à 3 ou à 6 mois, ça va faire en sorte que tout le monde n'a pas trouvé du travail, donc le taux d'employabilité est un peu moindre. Mais sinon, nous on est très heureux de voir donc comment nos étudiants, nos anciens élèves réussissent, parce qu'il y a le travail qu'ils trouvent bien sûr, mais les postes qu'ils trouvent dans les entreprises où ils les trouvent. Et c'est très impressionnant. Moi, l'EMD est une école qui est jeune, elle a 15 ans. Aujourd'hui, il n'y a pas des anciens de l'EMD dans tous les pays du monde, mais pas loin. C'est très très impressionnant. Comment ça s'est vraiment diffusé de partout, hein. Sur les 5 continents, c'est impressionnant. Alors que, comme disait Mathilde aussi bien, l'école a commencé petite, elle grandit, elle est toujours petite, mais donc le nombre d'anciens élèves n'est pas énorme, mais bien il y en a de partout, et ils réussissent dans tous les métiers, hein. Marketing digital, finance, ressources humaines, logistique, des fonctions plus polyvalentes dans le monde de la PME, des PME qui pour beaucoup les attirent, hein, parce qu'il y a peut-être plus de liberté de mouvement dans une PME que dans une grosse entreprise. Mais aussi la création d'entreprises
Donc, tous les secteurs d'activité sont représentés, du monde de l'high-tech, du monde des GAFAM, en passant par le food, les Danone, les Procter Gamble, enfin, les L'Oréal et d'autres. On a des anciens élèves dans ces entreprises et ils y réussissent très bien. Et donc, ce qui fait évidemment notre grande fierté. Qu'est-ce qui fait qu'au cours du cursus, on est en proximité avec les entreprises et qu'est-ce qui est mis en place pour favoriser l'employabilité et l'insertion professionnelle? Alors, on pourra citer peut-être les stages. On n'a pas encore trop parlé des stages, à quel moment ils interviennent, mais également ce qui va faire votre particularité par rapport à une autre école. Xavier, Alors, dans en un fait, premier temps, ouais. Oh oui, pardonnez-moi Clément, je pris la parole de suite. En fait, l'école a été fondée par des chefs d'entreprise. Et elle est dirigée par des chefs d'entreprise. C'est une association des chefs d'entreprise bénévoles. Et ça marque tout. Et comme Mathilde disait si bien, nous privilégions les intervenants qui sont dans une activité, dans le monde de l'entreprise. Qui plus est, nous avons essayé de créer dans nos locaux ici, tout près de la gare Saint-Charles, qui est la gare TGV de Marseille, une sorte de écosystème en accueillant plein d'associations et en accueillant de nombreuses entreprises qui veulent avoir des événements chez nous et qui veulent associer des étudiants à ces événements. Donc on a tous les jours, pas en ce moment malheureusement encore une fois parce qu'on est confiné, mais sinon 3 à 4 entreprises tous les jours qui sont dans nos murs, qui organisent des rencontres avec des étudiants, qui organisent des rencontres avec leurs salariés, mais auxquelles les étudiants peuvent participer. On essaye de créer le plus possible de points de contact. Aussi pour des questions bien sûr, d'obtention de stage et d'alternance, mais aussi pour des questions d'orientation. Parce qu'on s'oriente beaucoup dans la vie par des modèles, par des exemples que l'on côtoie. Et parfois, on s'ouvre à un domaine auquel on n'avait jamais pensé avant, tout simplement parce qu'on a discuté avec une personne qui nous a impressionnés, qui nous a donné envie de faire quelque chose, voire même de l'imiter. Bien, le plus de points de contact on a avec des personnes en activité, le mieux c'est. Et on essaie de favoriser ça. Donc, vous aviez raison. Clémence, il n'y a pas que les stages. Loin de là, la présence de l'entreprise à l'école est quotidienne. De surcroît, vous avez une cellule qui s'appelle le Job Center, pardonnez-moi en anglais, mais c'est comme ça qu'on l'appelle, qui est une sorte de cabinet de recrutement interne. Lorsqu'on reçoit, et Dieu merci, on en reçoit beaucoup, des offres d'entreprise pour des postes, mais pour des alternances, pour des stages, même pour des petits boulots d'ailleurs, eh bien, ce cabinet interne va essayer de trouver les bons candidats au sein des étudiants de l'école, parce qu'il les connaît, parce qu'il se doit de les connaître, pour faire comme une sorte de chasse et de trouver les bonnes personnes qui vont correspondre à la bonne entreprise et au bon poste. Et ça, c'est précieux. Cette même cellule est largement disponible à tous les étudiants pour les aider à faire leur CV, à préparer des entretiens de recrutement, à faire une petite vidéo pour se présenter, enfin, toutes les modalités qui existent aujourd'hui, y compris bien sûr les réseaux sociaux professionnels. Merci Xavier. Mathilde, comment s'est passée la transition école-vie professionnelle? Est-ce que ça a été facile pour toi? Est-ce que tu as senti que tu étais suffisamment armée pour rentrer sur le marché du travail? Alors moi, je crois que ça s'est très bien passé, mais je crois que ça a été permis par tous les stages que j'ai pu réaliser pendant ces 5 années. D'abord, en première année, on a la chance de réaliser 2 stages. Un stage dit ouvrier et un stage de vente. Ces 2 stages très pratiques, ou en tout cas m'ont permis de me rendre à la fois compte de différents milieux d'entreprise. Mon stage en vente, j'ai pu le faire chez Balmain, donc en vente directe. C'était la première fois que je faisais de la vente, mais ça a été très riche d'apprendre de ce milieu et de ses manières techniques de vente. Et ensuite, la 3e et ma 4e année, là, je me suis plutôt dirigée vers des stages en marketing digital dans des startups. Et j'ai beaucoup apprécié. On a la chance donc tous les ans de faire au minimum 4 mois de stage à partir du mois d'avril. Et ensuite, j'ai pu réaliser ma dernière année à l'EMD en alternance. Et je pense que le fait de la réaliser en alternance m'a permis d'entrer simplement et avec facilité dans le monde de l'entreprise et d'y rester puisque je suis dans la même entreprise depuis maintenant plus d'1 an et demi.
Donc tu as transformé ton alternance en CDI finalement. Exactement. C'est le cas de la plupart de vos étudiants, c'est comme ça que ça se passe, on transforme le contrat de professionnalisation, l'apprentissage en CDI directement? Il y en a énormément, vous avez raison. Après, certains étudiants, j'entends, souhaitent parfois aussi changer un peu. Et même si l'entreprise leur propose un CDI, c'est pas pour autant qu'ils le prennent. Et ils souhaitent, je sais Ils pas, ont le parce qu'ils veulent choix, partir. c'est ça que vous nous dites. Bien sûr, ils ont le choix, bien sûr, évidemment. Dernière chose pour finir cette partie, Mathilde, j'aimerais savoir quels sont tes projets pour dans quelques années. Est-ce que tu te vois à un poste particulier? Est-ce que tu te vois évoluer, même carrément changer de milieu, changer de secteur? Alors, dans les quelques années à venir, je me vois poursuivre dans le domaine des ressources humaines. En recrutement ou pas, j'aimerais apprendre à structurer une équipe, peut-être à manager aussi. J'ai été formée auprès des meilleurs. Et ensuite, j'apprécie énormément tous les sujets qui sont liés au développement humain et à l'accompagnement. Et j'ai pu bénéficier à l'EMD de cet accompagnement privilégié. Et si je peux en faire bénéficier plus d'un dans quelques années, je serais ravie. Merci beaucoup, on se dirige vers la fin. Je vais vous laisser quelques mots pour conclure avec le mot de la fin. Mathilde, est-ce que tu peux t'adresser directement aux personnes qui regardent cette vidéo, aux internautes, et leur donner des conseils, leur donner des informations que toi, tu aurais peut-être aimé avoir à l'époque quand tu étais à leur place? Alors, je ne sais pas ce que je peux leur proposer comme conseil, mais en tout cas, moi, ce qui m'a conduit à l'EMD et ce qui a guidé mes choix, et dont je suis fière aujourd'hui, ça a été de me dire que je cherchais un environnement bienveillant et une formation solide. Et c'est ce qui a drivé un peu tous mes choix, que ce soit mes choix de stage ou d'école ou d'entreprise cette année. Et je pense que c'est ce qui me réjouit aujourd'hui et qui fait que à la fois quand j'étais étudiante et encore aujourd'hui, je me suis préparée au monde de l'entreprise et j'arrive armée. Et donc peut-être une question peut-être que vous pouvez vous poser, c'est quels sont les critères de choix de votre prochaine école? Qu'est-ce qui va faire que dans 3-5 ans, vous êtes devenu la personne que vous désirez, à la fois en termes de... à la fois professionnellement, mais aussi humainement, et c'est ce qui fera la différence à long terme. Merci beaucoup Mathilde. Xavier, je vous laisse le mot de la fin. Merci Clémence. Je dirais à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, que vraiment ils vont avoir devant eux, une vie belle, mais en même temps exigeante certainement. J'ai pas de boule de cristal, mais les challenges qui sont devant nous sont forts. Le rythme de changement technologique, hein, la situation géopolitique. Enfin, donc il faut très très bien se former. Je pense que s'il y a un encouragement, un conseil que je donnerais à vous tous, à vous toutes, c'est faites des études très bien, très bien, très bien, très bien, de très bon niveau, le plus complète possible et le plus large possible pour être prêt à évoluer dans ce monde qui, encore une fois, est magnifique, qui sera passionnant, mais excessivement changeant. Donc, l'EMD, je pense que propose un cursus qui répond à ce besoin d'une formation très globale, très complète et qui épanouit beaucoup parce qu'on est dans le bien, on vise le bien, on vise le beau, on vise le vrai. Et évidemment, si vous souhaitez être très bien formé et avec cette approche éthique, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Nous sommes à votre disposition. Merci beaucoup Xavier Palou, directeur de l'EMD, et la diplômée Mathilde Fournier qui était avec nous pour répondre à l'ensemble des questions qu'on pouvait se poser sur cette école. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette masterclass avec l'EMD. Je vous dis à très bientôt sur le Figaro étudiant. Bye bye.